L'un des premiers conseils qu'on m'a donné quand j'ai commencé l'escalade, ça a été de pas m'entraîner à grimper plus fort, mais de seulement grimper le plus possible pour perfectionner ma technique. C'est ce que j'ai fait durant ma première année d'escalade. J'ai connu une rapide progression jusqu'à réussir régulièrement toutes les V4, V5 qui se dressaient devant moi. Puis, comme la plupart des grimpeurs, j'ai stagné au même niveau pendant des mois. C'est en regardant Magnus Midbo faire des tractions à un bras que j'ai commencé à me dire que c'était quand même bon de s'entraîner pour grimper plus fort. J'ai donc commencé à me faire coacher par un grimpeur de très haut niveau à mon centre d'escalade. Si on prenait 10 grimpeurs possédant un niveau égal de technique, de la même taille et possédant le même appendix, nous pourrions sans doute classer ces grimpeurs du moins bon au plus fort avec 3 tests de force. La force des doigts, la force du one arm, puis la force de front lever. Du moins, ça s'applique surtout chez les grimpeurs débutants et intermédiaires. À noter que ces 3 types de force ne se valent pas nécessairement. Ils ne possèdent pas tous la même courbe d'utilité. Par exemple, améliorer sa force pour faire des tractions ou pour faire des front levers quand on est déjà très fort dans ces catégories-là, ça va pas nous faire progresser autant que travailler sa force de doigt. Parce qu'à un certain niveau, c'est surtout la force de préhension, la technique, puis la psychologie qui fait une différence entre les grimpeurs. J'estime par contre que pour grimper plus fort que des V7, un certain niveau de force physique est nécessaire, particulièrement pour les blocs de type plus physique, overhang. Ceci dit, certains grimpeurs moins forts arrivent à compenser ces lacunes par une force de doigt particulièrement élevée ou une technique exceptionnelle. Un exemple facile, c'est celui du meilleur grimpeur au monde, Adam Ondra. Ne faisant pas plus que 2 tractions à un bras et n'étant même pas capable de tenir un front lever plus que 2-3 secondes, Adam est pourtant considéré de tous comme le meilleur grimpeur de tous les temps. Et ce, que ce soit en bloc, en voie, dans les parcours plus techniques ou plus physiques, il domine vraiment partout. Son secret? Adam a certes une force de doigt exceptionnelle, je pense pas que ça suffit à expliquer son succès. Mon hypothèse, c'est qu'Adam possède simplement la meilleure intelligence de grimpe au monde. Il a probablement passé plus de temps que quiconque sur les murs d'escalade et ses circuits neuronaux sont parfaitement rodés à la tâche. Je pense donc que le meilleur moyen de grimper le plus fort possible, c'est simplement de passer le plus de temps possible à grimper. Il n'en demeure pas moins qu'Adam possède une force non négligeable. Il a dû travailler très fort pour obtenir, étant génétiquement un peu désavantagé. Il y a toutefois un domaine dans lequel Adam ne sera probablement jamais parmi les meilleurs, c'est son explosivité. Force est de constater que malgré toute la bonne volonté d'Adam, il ne réussira jamais à combler cette lacune. On en vient même à douter du bien fondé de travailler ses faiblesses. Peut-être qu'il devrait simplement continuer de travailler sur ses forces. Dans un contexte où Adam Ondra essaie de gagner les Olympiques, il fait sens qu'il travaille son explosivité, mais peut-être que gagner les Olympiques est simplement un mauvais challenge pour lui. Peut-être qu'il aurait mieux fait d'utiliser ce temps à s'entraîner dans ses disciplines de prédilection qui sont la voie et le bloc. On a d'ailleurs tous été surpris de voir qu'Adam n'a gagné aucune de ses catégories aux Olympiques, que ce soit en qualification ou en finale. Affaire à suivre pour Adam. Ça pose quand même une question intéressante. Devrions-nous nous spécialiser ou être un généraliste pour atteindre son plein potentiel? Vouloir se spécialiser dans un sport en particulier est déjà pour moi une sorte de compromis. C'est accepter de ne pas poursuivre son plein potentiel athlétique en échange de rechercher la pleine performance dans une discipline en particulier. C'est aussi courir la chance de se blesser davantage étant donné qu'on travaille tout le temps les mêmes muscles. On risque ainsi de causer des déséquilibres musculaires et des problèmes biomécaniques. Le jeu peut en valoir la chandelle si on possède vraiment un réel talent ou qu'on souhaite atteindre un certain prestige. Mais le corps humain préfère être stimulé dans des angles et des intensités les plus variées que possible. C'est ainsi qu'il performe le mieux. Les athlètes les plus complets ont sans doute vécu il y a des millions d'années. Les hommes à cette
cette époque devait sans cesse s'adapter à de nouvelles situations jour après jour. Ils étaient à l'épreuve du froid et de la faim et pouvaient courir des heures sans s'arrêter. Sans chaise pour s'asseoir, ils devaient utiliser leurs muscles pour se supporter. L'atrophie musculaire et les problèmes de posture n'existaient pas à cette époque. Bien que l'espérance de vie était plus faible, les hommes vieillissaient en meilleure santé et mouraient aussi vieux qu'aujourd'hui. La différence d'espérance de vie s'explique surtout à cause de la mortalité infantile qui était très élevée à l'époque, car les conditions de vie étaient tellement rudes que parfois on devait abandonner les enfants et les vieux afin de faire moins de bouche à nourrir. Mais aujourd'hui en compétition sportive, tout est question de devenir le meilleur possible dans un seul domaine. Même le CrossFit, qui est le sport le plus anti-spécialisation, mène quand même à une certaine spécialisation. En effet, même si les athlètes doivent performer dans un nombre très élevé de disciplines, le cœur du CrossFit reste d'être capable de faire un nombre très élevé de répétitions. L'explosivité est plus ou moins importante. Par exemple, il faut être capable de faire un muscle-up, mais il n'y a aucune compétition de one-arm pull-up. Il s'agit surtout d'avoir la force mentale et l'endurance nécessaires pour effectuer une charge de travail dans un temps donné. Ceci étant dit, le CrossFit est probablement le sport où il faut être l'athlète le plus complet possible pour performer. Donc pour résumer, se spécialiser dans un sport peut mener à des déséquilibres musculaires et à un risque plus accru de blessures. Ça nous rend moins athlétiques d'un point de vue général que si nous ferions tous des sports tels que le CrossFit par exemple. Donc pourquoi diable faisons-nous une telle chose? Probablement parce que l'une des raisons qui nous motive à faire du sport n'est pas de devenir le meilleur possible, mais d'être le meilleur par rapport aux autres. Donc le meilleur moyen de devenir le meilleur dans un sport, c'est de créer mon propre sport ou d'en choisir un plus méconnu que les autres. Ça a au moins le mérite de créer une diversité d'aptitudes et de permettre à chacun d'exprimer une partie de lui-même à travers son sport. Ce qu'on peut conclure de la personnalité d'Adam Ondra quand on le voit faire tant d'efforts pour améliorer son explosivité, faire parmi les pires temps en escalade de vitesse et pourtant être fou de joie car il a battu son record personnel, c'est qu'il ne base pas la définition de son succès par simplement être le meilleur que les autres dans un domaine. Pour lui, sa définition du succès signifie avoir donné le meilleur de soi-même et s'être approché le plus près possible de son plein potentiel. C'est un bel exemple pour le monde du sport en général et certainement une clé de son succès.